Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. 1 point de gagné, 2 points de perdu. Difficile d'analyser le match nul des Aiglons au Vélodrome, plombé une nouvelle fois par un arbitrage lamentable. Mais on va essayer quand même de répondre à cette question en compagnie de nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin. Léandra Iacono, salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Mbercé, salut mon Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et le retour, alléluia, la légende est de retour. Mais tu m'as réveillé. Magnifique. Ah, mais on est tellement content de te voir. Tu es fou, non? Ça va Philippe? Oui, Bon. un peu fatigué. Ah mince, bon tu vas voir, on va te donner du peps nous dans cette émission. Allez, pour nous aider à décortiquer cette fin de championnat haletante, nous accueillons à nouveau sur ce plateau Patrick Barul. Salut Patrick. Salut Mika, salut à tous. Comment ça va? Très bien, ça va, je suis content d'être parmi vous. Bon, t'as eu, il faut donner un petit peu de tonus à Philippe là. Ouais, On va essayer. il est un peu endormi là. Allez, au sommaire de ce Gymto, retour donc sur ce OM Nice qui laisse un goût bizarre. Sommes-nous trop durs avec Terem Moffi? Ce sera notre pour-contre de la semaine. Nous évoquerons aussi la course à l'Europe, toujours aussi indécise. Melvin Barr sera mis à l'honneur dans notre focus de la semaine. Et puis nous parlerons bien sûr de ce Strasbourg-Nice à venir avec les retrouvailles avec Patrick Vieira. Et en fin d'émission, le Souviens-toi de Philippe, consacré à un Bastia-Nice d'avril 1976. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. On va démarrer avec donc ce 2 buts partout contre l'Olympique de Marseille mercredi soir au stade de Vélodrome. Il suivait une rencontre maîtrisée par les Aiglons 3-0 face à Lorient. Léandra, tu posais la question aujourd'hui dans le journal, dans Nice Matin. Est-ce au final un bon point pris par les Aiglons? C'est une question difficile, hein. Pour moi, c'est un petit peu un résultat doux amer, comme on dit. C'est-à-dire que Nice doit plier le match en première mi-temps. 25 premières minutes avec 4 grosses occasions. Moffi qui ne cadre pas. Sanson qui écrase trop sa reprise. Et puis la deuxième mi-temps, il ne faut pas oublier les deux énormes occasions de Ndiaye, l'arrêt immense de Boulka et puis cette barre transversale d'Aubameyang sur un numéro quand même remarquable, incroyable. Donc pour moi, au final, il subsiste forcément un goût de soulagement, mais encore une fois, Nice n'a pas su tuer le match parce que manque de réalisme. Ouais, le fameux manque de réalisme qui a plombé peut-être un petit peu cette saison niçoise. On va regarder les statistiques de cette rencontre entre Marseille et Nice avec des statistiques plutôt en faveur de l'OGC Nice dans la possession, dans les ballons touchés dans la surface adverse. Il faut le noter, à 10 contre 11 quand même pendant toute une mi-temps. Will, cette équipe niçoise, elle aurait dû faire mieux en seconde période. Il en est certain quand l'OM était en infériorité numérique. Oui, on a la sensation quand même que ce coup du sort du penalty leur met un petit coup sur la casquette et qu'ils ont eu beaucoup de mal derrière à se remettre dedans. Les offensifs ont complètement disparu. Shaw, Boga, Moffi, même Guessant qui a fait une mauvaise entrée. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc moi je trouve qu'en fait le Nice, là où il rate vraiment le coche, c'est en première mi-temps finalement. À 11 contre 11, c'est plus là que j'ai beaucoup de regrets pour le gym parce que tu dois être à 2-3-0 avant l'égalisation de Klose qui vient en plus d'un exploit individuel. Franchement, cet OM-là, à part des exploits individuels, je vois pas comment ils auraient pu marquer. Un exploit individuel qui intervient sur encore une relance courte des Niçois avec un ballon perdu au milieu de terrain. Voilà. Un ballon perdu, un ballon à peine dévié par Thuram mais qui fait la bonne affaire pour Klose. C'est quand même décevant ce gym-là. Je trouve qu'il maîtrise pas les moments forts. Il tue pas l'adversaire quand il faut le tuer. Et puis dès qu'il y a un but encaissé, ça part dans du déchet. On n'arrive plus à ressortir. Après l'égalisation marseillaise, on n'a plus rien vu aussi du côté du gym. Donc je suis franchement frustré de ce match nul. Frustré, Patrick, aussi de cette rencontre. Nice aurait dû achever cette équipe de l'Olympique de Marseille, la priver définitivement de cette course à la 5e place pour eux, parce qu'ils sont encore dans le coup pour la 6e et la 7e. Bah oui, comme ils ont bien résumé les deux. Je pense que le match, tu dois le tuer en première mi-temps. Quand tu as les occasions franches, tu dois leur mettre la tête sous l'eau. Malheureusement, tu les laisses revenir dans le match, comme il dit Will, avec des actions individuelles. Et après, où Will il a bien noté, c'est que quand Nice prend un but, il n'y a plus de réaction, ça coule. Donc, pour revenir à la question du départ, je pense que
malgré tout, le nul est équitable pour les deux équipes. Voilà. Si Alors, on fait le bilan... Ouais, le bilan global. Alors, c'est la première fois quand même que l'OGC Nice prend un point après avoir été mené au score cette saison. C'est un moindre mal là-dessus. Philippe, un point pris au Vélodrome. Fut un temps, on disait que c'était un bon point. Aujourd'hui, on est presque déçu de prendre qu'un seul point à Marseille, qui, on le rappelle, est quand même demi-finaliste de l'Europa League. Ouais, c'est les conditions qui font qu'on est déçu. Parce que, bon, moi, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, mais c'est vrai que Marseille a fait une entame de match catastrophique. Il y a des boulevards. En plus, tu mènes 1-0. Bon, mais là, on voit qu'il manque quelque chose à Nice quand même. Hein. Donc, C'est quoi qui manque pour toi? C'est un esprit tueur? C'est un esprit... ouais, ils ont pas gagné tous les duels. Pourtant, franchement, ils avaient fait un bon début. était moins bon aussi. Hein. Physiquement, ils étaient mieux. Ils leur marchaient dessus et tout. Et puis après... Ils sont arrêtés de jouer. Voilà. Pressing, Will? Bah, moi, je trouve Dès que tu presses plus, l'équipe de Nice a l'impression que dès qu'elle presse plus, c'est fini. Clairement, l'entame, les 15 premières minutes qui sont très bonnes, c'est parce que tu les presses haut. Eux ont un déchet monstrueux. Ils jettent les ballons en touche. Ils n'arrivent pas à sortir. Tu peux vraiment leur mettre la tête sous l'eau. Il y a cette occasion de Mofi qui est incroyable. 1-0 pour Nice. On aura ce débat après, mais malheureusement, Mofi là-dessus, moi je sais pas, un Casper Dolberg, il aurait mis au fond celle-là. Une petite frappe comme ça. Putain, franchement, le centre il est magnifique de Mendy, un petit plat du pied, merci 2-0, au revoir. Et de rater ces occasions-là, ça coûte très cher au final. Aussi doit marquer. Sanson doit faire beaucoup mieux. Quand il récupère ce ballon dans les pieds du gardien, il doit faire mieux derrière. C'est vraiment frustrant parce qu'en plus Lille qui perd à Monaco, tu avais une superbe occasion de revenir à 2 points et de la 4e place. Et de tout imaginer pour la suite. Parce qu'il y a Brest aussi qui a des matchs compliqués. Et tu vas à Lille on verra ça dans la course à l'Europe. Tu peux jouer une finale à la 34e journée à Lille qui aura la pression puisque c'est chez eux. Donc c'est vraiment dommage. Bon. Non, puis on voit que finalement, excuse-moi Mika, je te coupe, mais l'expulsion finalement du Marseillais, justement, elle n'a pas aidé parce qu'après ils se sont retrouvés à jouer contre un bloc bas et ils s'en sont pas sortis à cause de ça. Ils n'arrivent pas à casser des lignes comme ça. Ils ont même concédé les occasions. Exactement. En fin de match. Justement, on va en parler de cette expulsion et de l'arbitrage de monsieur Jérémy Pignard dans cette rencontre. Alors l'expulsion de Moumbagna en fin de première période pour ce deuxième carton jaune est aussi stupide que le reste. Par contre, le penalty accordé à l'Olympique de Marseille, c'est l'un des plus gros vols que j'ai jamais vu dans l'histoire des penaltys. Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Mais surtout qu'il va voir les images. C'est incroyable. Après, est-ce il qu'il va voir les vraiment images, je crois. Il les regarde 2 secondes. C'est Tout le monde dit qu'il va se déjuger, exactement. quoi. Mais, mais c'est clair qu'il est rentré en deuxième mi-temps, l'arbitre, avec « je vais siffler un penalty pour l'OM ». Alors, explique-nous pourquoi, ce qui s'est passé à la mi-temps. À la mi-temps, monsieur Mehdi Benassia est descendu... Directeur sportif, conseiller du président. Ouais, qui a un rôle un peu nébuleux là-dedans, et qui descend dans le vestiaire de l'arbitre et qui lui a dû lui mettre... À la porte. À la porte. Précisons-le. Il a dû lui mettre un bon coup de pression, comme il sait faire. Et comme nous, on ne sait pas faire. Hein. Ouais, mais M. Pignard, il a complètement perdu les pédales et il est rentré en deuxième mi-temps en disant « je vais siffler un péno pour l'OM ». Compensation. Je vais donner des petites coulisses parce qu'on était au stade tous les deux. Et avant même que la mi-temps commence, Will me dit « tu vas voir, il va compenser ». Vraiment, il l'a senti. Aussi au copain. C'était évident et c'est d'autant plus flagrant que si il va voir les images, ça veut dire que dans l'oreillette, on lui dit attention, écoute, pour nous, il n'y a pas péno. Donc, va voir parce que nous, on n'est pas d'accord avec toi. On rappelle l'action parce que c'est un dégagement de Mohamed Ali Chaud et le pied de Mohamed Ali Chaud retombe sur le pied de Balerdi qui en rajoute des caisses phénoménales. Mais c'est son rôle. Il joue très bien le coup. Il joue son rôle. Il est dans la surface, il est touché, il joue son rôle. Mais derrière, Patrick, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais t'en as fait des fautes comme ça dans ta carrière, enfin des dégagements comme ça dans ta carrière. Si on avait dû siffler faute ou carton jaune ou penalty à chaque fois que tu faisais un tacle comme ça ou un dégagement comme ça, on n'en sortait plus. Ouais, on n'en sortait plus, mais bon, alors l'arbitre, il peut être dans un mauvais jour, l'erreur est humaine, mais moi, ce que je reproche, c'est à la VAR. La VAR, ils doivent le déjuger. Mais ils peuvent pas. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. S'il va voir les images, c'est que la VAR lui dit on n'est pas d'accord avec toi. Il n'y a pas vraiment pas pénalty. Oui, sauf que c'est l'arbitre de terrain qui est seul juge après. Alors après, on en parlait avant l'émission. Enfin, j'ai lu dans les journaux, il est écarté du prochain match. Pour le prochain match. Ils ont reconnu les deux erreurs. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que à la Fédé, qui pour des matchs comme ça, à enjeu européen,
mettez-moi un arbitre vraiment top. Ouais, quoi. confirmé. Parce que là, Oui, c'est pas la première fois que Pignard il fait Non, n'importe c'est quoi. pas la première fois, Avec surtout au Monaco, Vélodrome. Voilà. avec Monaco, il avait fait n'importe quoi Pignard. déjà cette saison. Donc c'est vraiment peut-être l'un des plus mauvais arbitres de Ligue 1. Il a raison, Philippe, c'est Monsieur Pinard. Oui, non, sans faire de mauvais jeu de mots, mais Philippe, l'arbitrage cette année en Ligue 1, c'est une catastrophe. Oui, il y a beaucoup trop de situations rocambolesques. Bon, déjà à Lyon, moi, le match, Le Lyon-Brest, le Lyon-Nice, Lyon-Brest, le Lyon-Nice, ouais. je l'avais pas digéré. Et là, il fait 2 fautes énormes. Il tue le match, Ouais, l'expulsion ouais, de il Moumbagna, fausse le tu tues derby. le match. Il tue le match. En même temps, j'en reviens les Niçois auraient dû gagner. Oui, non, mais évidemment. Même qu'à avec 10, cet arbitrage. je suis d'accord avec toi. Il y a une petite déclaration étonnante de Francesco Farioli, justement à propos de l'arbitrage. Après la rencontre, on va la lire d'abord et on va en donner un peu les coulisses derrière, parce que Francesco Farioli s'en expliquait aujourd'hui en conférence de presse. Ça, c'est ce qu'il dit juste après le match, à chaud donc. Selon moi, l'arbitre a fait un grand match lors des 90 minutes. Dommage pour un épisode, il parle peut-être du penalty. Je pense qu'il était tout à fait clair, évident. D'une certaine manière, il est incommentable. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. C'est après une traduction Très un peu... abscon. C'était pas son traducteur habituel, hein, Non. Marseille, hein. Je pense que nous avons tous des yeux dans le stade. Nous avons tous eu la même lecture du match en direct en revoyant les images de la VAR. Je répète, je ne suis jamais en train de juger la prestation de l'arbitre. Donc il a voulu aujourd'hui, c'était étonnant parce que les supporters lui sont un peu tombés dessus sur sa déclaration, ils trouvent que l'arbitre a fait un bon match, hein, c'est ça Léandra, mais en gros, il fausse le match l'arbitre, c'est juste. Donc c'était une déclaration peut-être maladroite de la part de Francesco Farioli. Je pense que c'était maladroit. Lui, il a dit que justement, peut-être la traduction avait été un petit peu pas mauvaise, mais que le vrai sens de ce qu'il avait voulu dire n'avait pas été exprimé correctement. Après, en fait, lui, ce qu'il estime, c'est que le match a été bien géré, parce qu'il estime que Moumbagna aurait dû être expulsé, et donc que M. Jérémy Pignard a pris la bonne décision, mais que ce match est entaché d'une grave erreur qui coûte cher. Bon, c'est écoute, ce qui, en tout cas, ouais, on va l'écouter justement. Il précise ses propos aujourd'hui en conférence de presse, Francesco Farioli. On va l'écouter et on en parle après. Mi fa piacere di questa domanda perché poi c'è stato, penso, anche un po' di fraintendimento nella... Alors, je suis content que tu me poses cette question parce que je crois qu'il y a eu un malentendu, peut-être dû à une mauvaise traduction de mes propos après le match. Je suis entraîneur, donc c'est difficile pour moi de juger le travail des arbitres. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon plaisir non plus. On m'a demandé après le match mon avis sur ça. On m'a posé cette question, tu me la reposes. Je vais essayer d'y répondre pareil, mais en plus clair. Je pense que le match dans l'ensemble a été bien géré par l'arbitre, que ce soit les fautes, la gestion des cartons. Pour moi, ça a été un match qui a été à la limite de la perfection au niveau de l'arbitrage. Le rouge pour l'OM, enfin le double jaune, était mérité, c'est mon avis. Après, oui, il y a l'épisode du penalty qui est grave. On a vu, revu, analysé. Je crois que les images laissent très peu de place à l'interprétation. Ce n'était pas une décision correcte et on l'a payé cher. Ça nous a probablement coûté 2 points. Mais je maintiens que la prestation de l'arbitre était bonne, elle a juste été entachée par une erreur grave. Bon, on est tous interloqués parce que cette précision qui au final n'en est pas une, il s'enfonce là, Francesco Farioli. Comment peut-il dire la prestation de l'arbitre a été bonne, dans l'ensemble est bien gérée, ce sont ces mots, bien gérée, alors qu'il y a quand même au moins une faute grave avec ce penalty. Ce qui est pas bon, c'est de parler que de l'épisode du penalty. Je suis désolé, mais il doit être honnête. Et il doit dire que l'expulsion est aussi un épisode grotesque. Parce que finalement, c'est cet premier épisode grotesque qui conditionne l'autre. Ben oui, parce qu'il a voulu compenser bêtement. Mais s'il fait pas cette erreur sur le rouge, il n'y a peut-être pas le penalty derrière. Donc ce sont 2 événements du match. Et on peut pas dire qu'avec 2 événements comme ça, il ait bien géré son match. C'est tellement bien géré son match qu'il est puni. C'est ça, c'est qu'en fait, Farioli, il est à contre-courant de tout ce qui se dit et de tout ce qui est vrai sur le sujet. Alors c'est quoi on le pratique un peu maintenant, Francesco Farioli. C'est quoi? C'est de la com? Il veut se donner une image lisse? Qu'est-ce qu'on peut en penser de il ça? veut pas se froisser avec le corps arbitral. On s'en fout un peu, non? Ouais, mais c'est sa stratégie à lui. Il se dit que peut-être en étant pondéré dans ses propos vis-à-vis de l'arbitrage, il évite qu'au prochain match, les arbitres soient un peu durs avec le gym. J'en sais rien. C'est sa conception personnelle. Il n'a pas envie de se mettre les arbitres à dos. Éric Roy, par exemple, a une autre stratégie. Lui, il met clairement les pieds dans le plat. Moi, je préfère celle-là.
Mais Oui, voilà. ça correspond un peu plus à Nice, non, Patrick? Qu'est-ce que t'en penses? Un entraîneur qui va peut-être la ramener, on se souvient de Frédéric Antonetti par exemple, qui l'a ramené un peu souvent sur l'arbitrage. Bon, bah, ça plaisait non seulement aux supporters et là, mais c'était souvent juste en plus. Bah, c'était souvent juste. Et puis, il faut s'identifier un peu, comme tu dis, les supporters, on a tous vu le match. Donc, on sait très bien que le match, il a été mal géré. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans la com, d'être trop lisse. Voilà, la région, le club de Nice n'aime pas trop les gens comme ça. Ils préfèrent un peu de caractère, un peu grande gueule. Et puis voilà. Et puis s'il parle, qu'il dit qu'il a raison, il pourrait dire oui, le match n'a pas été bien géré. C'est pas pour ça que les arbitres vont lui en tenir rigueur le match d'après. Surtout, voilà. Il a été puni là. C'est exactement, le patron des arbitres a vu le même match et il a puni son arbitre. Donc voilà, Farioli, il va rien lui arriver quoi. Il s'est embrouillé avec le banc marseillais pour le carton rouge. Vilain printemps en particulier. Voilà, oui, ouais. ils se sont vraiment embrouillés. Il y a eu des mots dans le couloir en rentrant au vestiaire. Et après, il dit ça. Après, il ne faut pas s'étonner qu'à Lyon, aucun joueur n'ait mis la pression à l'arbitre quand Guessant a pris une manchette. Autant les joueurs, ils sont trop mignons aussi sur le terrain, autant le staff... Là, ils peuvent pas faire grand-chose. Ben si, déjà en caractère, les joueurs, quand t'es à 11 contre 10, penalty, pas penalty, et sors-moi un peu... Non, là, ils ont râlé quand même. On les a non, mais je parle de l'attitude. Ils ont manqué de caractère. Je parle de l'attitude, dans le jeu. de revenir dans le match, d'aller étouffer ces Marseillais qui étaient vraiment à la ramasse, faut dire ce qui est. Et franchement, cet OM était mauvais, vraiment. Mais ça pouvait se comprendre, parce qu'ils sortaient d'une semaine un peu... Oui, physiquement, ils étaient... Ce qui est moins compréhensible. Mais ce qui est moins compréhensible, c'est que les Aiglons sont pas capables de les étouffer, ces Marseillais. Même après le penalty, oui, c'est frustrant, c'est énervant, mais remets cette énergie de frustration dans le jeu. Et le staff, c'est pareil, c'est des bisounours. Je le redis encore une fois, malheureusement, mais ils sont trop mignons. Comment Ghislain Printemps se permet de parler comme ça et qu'il n'y ait personne qui aille le voir et presque il le attrape par le col, quoi. Il se prend pour qui, Ghislain Printemps? Oui, mais il est costaud. Mais il est costaud de quoi? Je regarde Gargamel. Non, mais franchement. Pas de jugement. Non, mais et comment il parle? Et alors, franchement. Mais on n'a pas bien compris. Non, mais on a vu que les dirigeants lillois à Monaco, ils se sont pas vraiment plaints, alors que Minamino fait une faute ahurissante. Je suis d'accord avec toi. Et qu'il y a un penalty, mais tout le monde s'est plaint de l'arbitrage avant que monsieur, c'est qui était en charge de l'arbitre, j'ai un trou. Rappelez-moi. Le Texier, non? Non, mais l'arbitrage professionnel là, qui s'est fait évincer. Stéphane Lannoy, voilà. Tout le monde était vent debout contre l'arbitrage. Lannoy se fait dégager. Aujourd'hui, presque on ne dit plus rien. C'est très politique, de toute façon. C'est incroyable. C'est encore Eric Borghini qui a parlé d'ailleurs hier publiquement. C'est encore Eric Borghini qui a parlé. C'est pas Anthony Gauthier. C'est pas. Non, mais il prend ses responsabilités, Eric Borghini, à chaque fois. Mais heureusement. Mais parce à un moment donné, les autres au-dessus. Et c'est pas prêt de s'arranger. Non, la saison est minable au niveau de l'arbitrage. Tiens, votre amie Stéphanie Frappard, elle fera pas l'Euro. Mais ça, c'est enfin une bonne décision de l'UEFA. Ni les Jeux Olympiques. Non, mais franchement, à un moment, il faut que l'arbitrage français se remette un peu en cause. Turpin, l'arbitre de Lyon-Nice. Et l'arbitre aussi de Monaco. De Monaco. Qui n'a pas sifflé le penalty de Minamino. Bref. Mais qui n'a pas été appelé par la VAR. Bon, bref. Ouais, non, mais il n'est jamais appelé par la VAR. C'est des décisions incroyables en ce moment. Tu parlais d'un manque de caractère pour essayer d'étouffer cette équipe de l'Olympique de Marseille en seconde période. Pourtant, on va parler des remplaçants et des remplacements par la même occasion, parce qu'il y a ceux qui rentrent et celui qui choisit de les faire rentrer aussi à un moment donné dans le match. On va voir le tableau justement des remplacements de Francesco Farioli dans cette seconde période entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Guessant donc pour Mofi dès la 57e, parce que Mofi avait un carton jaune déjà, il nous refait le coup du carton jaune, attention pour ne pas avoir de rouge. Il y avait déjà eu la compensation. Je pense pas qu'il n'y a que le carton. Ouais, bon, tu as raison. Boudaoui pour Mendy, Laborde pour Sanson et Claude Maurice. Il manque Claude Maurice à côté d'Alexis Claude, évidemment, mais c'est Alexis Claude Maurice à la place de Mohamed Ali Chaud. Tout ça pourquoi, au final, Léandra? Pour rien. Pour rien, parce que nous, on s'attendait, en fait, c'est vraiment le genre de moment... Il aurait pu en faire un cinquième, il l'a pas fait. Ouais. Mais même, c'est des changements offensifs. Il y a eu un changement aussi de système. Mais au final, pour rien, parce que si les joueurs, ils amènent pas le caractère, l'allant, l'envie,
À un moment donné, tu peux mettre n'importe qui sur le terrain, ça va rien changer. Et puis on en attend plus, je pense, de Claude Maurice, de frappe dans les nuages, Laborde techniquement très limité. Même Guessant, on a été un peu déçu, quoi. Ce 4 contre 2 mal négocié, c'est incroyable. C'est le banc des accusés. Il a pas un peu lâché la Borde, là. Laborde, ça fait un moment qu'il a lâché. Ça fait Franchement. de la peine parce que c'est un super joueur. Moi, je pense que c'est dur de dire Moi, ça. j'aime bien ce joueur. Bah, il C'est dur de avait dire ses qu'il a lâché, qualités il est combatif, d'amener de la généreux. combativité, de rien lâcher. Et là, c'est vrai qu'il est un peu. Mais ça un se peu comprend en aussi à un dedans, moment donné, peut-être. Hein. Moi, j'ai une autre explication. Ouais. Je me dis que ceux qui sont sur le banc, en fait, ils boudent. Parce que je pense que Guessant se doit dit être pourquoi je suis pas titulaire. titulaire. Laborde se dit mais pourquoi je suis plus titulaire. Claude Maurice Pourquoi je se prolonge dit pas pourquoi j'ai pas eu le ballon d'or. Non, pourquoi je prolonge pas? Il est en fin de contrat. Hein. Qu'est-ce qui est rentré d'autre? Boudaoui. Oui. Boudaoui. Bon, Boudaoui. Non, mais pourquoi Boudaoui pourrait dire pourquoi je joue pas à la place de Rosario en sentinelle. Donc il boude et donc quand il rentre, eh ben, ils amènent pas grand-chose. Tu crois que c'est... Ben, Je crois qu'un joueur... Patrick, t'as été joueur, Non, toi. je dis- Est-ce qu'un non, joueur peut bouder et Non, se dire... non, je vais mais en faire- je dis pas qu'il lève le pied ou quoi que ce soit, mais il rentre pas dans les bonnes Ils sont conditions. pas, ouais. Il rentre pas pour amener, pour donner, ils sont pas généreux. Bon, enfin. Ouais. Non, mais Patrick. quand t'es pas titulaire, bien sûr, tous les joueurs ils boudent. Tu vois la feuille de match, t'es pas dessus, tu boudes. Tu vas bouder à l'échauffement, mais quand tu sais que tu vas rentrer, après tu te dis, bon allez, j'y suis, puis tu as envie de bien faire. Après, ils rentrent dans un contexte où l'équipe, elle est en dedans, elle joue pas très bien, bah, donc ils sont dans le moule, quoi. Donc, ça dépend, tu sais, c'est pas une science exacte quand tu rentres. Peut-être le prochain match là à Strasbourg, Ah oui. les remplaçants, ils Marqueront ils trois vont, buts. voilà, peut-être, enfin, peut-être. voilà. Mais bouder, quand tu es sur le terrain, non, tu oublies tout ça. Après, Voilà. peut-être pas boudé, mais il y a quand même une frustration qui a été déjà visible contre Lorient. Quand Laborde et Guessant sont entrés contre Lorient, c'était flagrant. Ils cherchaient à marquer à tout prix, autant l'un que l'autre. Surtout Guessant. Ils forçaient Guessant, seuls, il y a une mais occasion. Laborde pareil. Hein. Il doit Laborde, la donner, il le fait premier tout ballon seul, qu'il ouais, a, il Laborde, il tente une frappe alors qu'il y a de meilleures solutions à côté. Ouais. Hein. Mais il voulait marquer. Guessant, pareil, il voulait marquer. Et donc, on ne peut pas leur reprocher ça non plus. Mais Guessant, par contre, en revanche, à Marseille, c'est la première fois que je pense vraiment il boudait. Oui. Parce que ce match-là comptait vraiment pour lui. Parce que c'est à Marseille. Il y avait sa famille qui habite à 1 Oui, enfin bon. qui habite à 1 kilomètre du stade. Attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Sa famille qui habite à 1 kilomètre du stade, et évidemment que Guessant mérite plus que Mofi dans ce système de jeu de jouer. Dans ce système de jeu. Donc Guessant, au bout d'un moment, la frustration, elle commence à bouillir. Enfin vraiment. bon, il y a un objectif commun quand même à avoir en fin de saison. Donc là, on doit peut-être mettre nos... Ouais, mais je suis pas sûr que les objectifs communs, le footeux est très individualiste de plus en plus. Et est-ce qu'il y a vraiment une super ambiance et une super entente entre eux aussi? Ça, on nous le vend comme oui. mais Après, on est pas dedans, hein. il y a aussi le fait que moi, quand je vois que Claude Maurice, je ne sais pas s'il se plaint vraiment de ne pas avoir sa chance, mais quand il l'a, bon, ben, voilà, il a frappé 2 fois, il a envoyé le ballon à Martigues. Je me demande si Il n'est pas arrivé encore le ballon. il devait avoir de la famille dans les winners. C'est pas possible. Il voulait leur envoyer le ballon. Tiens, un ballon Les du ballons match. de la victoire. Ah. C'est malheureux parce que lui, quand j'étais dans la cellule à Lens, on le suivait quand il était à Lorient. Et c'était un joueur en devenir, mais tu aurais pu mettre ça a mis beaucoup de- 15 millions hein, sur Mais les. oui, Il a voilà. pris il a eu une grave Mais blessure. lui, il est un peu comme ça. Il est un peu bien, pas bien, hors sujet. Enfin voilà. Mais après, Guessant, alors il est déçu. Il y a sa famille. Putain, mais mec, justement, t'es au Vélodrome. C'est pas tous les jours que tu joues au Vélodrome. Et puis, Tu il peux joue être 30 minutes, européen. plus de 30 minutes. quand Voilà. même, hein. Et ben défonce-toi devant ta famille. Enfin voilà. Il rentre à la C'est, 57e, donc il a le temps de Alors d'essayer après, d'être comme bon. vous dites, je sais pas, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire. Est-ce que l'ambiance elle est bien? Est-ce que ça va avec l'entraîneur? On sait pas. Mais moi perso, avec l'expérience que j'ai eue, tu boudes avant, mais quand tu es sur le terrain et tu joues devant un Vélodrome et tu sais le Nice-Marseille,
Ce que ça l'enjeu représente, qu'il y a, bien sûr. ce que ça représente. Non, mais c'est sûr qu'un foot professionnel, et quand il joue, c'est pour gagner. Hein. Voilà, Mmh. donc s'il boude vraiment quand il rentre sur le terrain, c'est grave, quoi. Il y a un Ça, c'est la souci. théorie de Philippe. Hein, Oui, attention, voilà. hein, la Non, théorie, non, Non, mais de c'est la Philippe. théorie de C'est Philippe une et la théorie de théorie, plein de gens, je C'est pense pas, aussi. c'est pas une information, c'est Non, une non, théorie oui, de oui. Philippe. Un ressenti. Mon ressenti. Mais il y a une beaucoup de réflexion. gens qui Ton ressentent ça. expérience, ta grande expérience. Ma, fait que- ma grande expérience du terrain. Voilà. Bon. On parlait de l'ambiance au sein de cette équipe. Bah, ça va rejoindre un petit peu l'indiscret de la semaine. On y va. Où est passé Youssouf? Youssouf Ndaï Chimillé qui faisait une saison assez formidable depuis son arrivée, même une saison et demie, hein, depuis son arrivée sous les couleurs de l'OGC Nice. Il a disparu. Qu'est-ce qui devient Youssouf, Will? Youssouf, il y a deux épisodes un peu qui ont un peu gâché là, son histoire aujourd'hui avec l'OGC Nice et avec Farioli notamment. Il y a notamment son but en Coupe de France où derrière le coach dit oui, d'accord, beau but, mais il y avait des meilleures solutions. Bon, ça le joueur n'a pas trop apprécié, comme ses coéquipiers d'ailleurs. Il lui avait fait remarquer au coach que c'était peut-être un peu dur de dire ça. Et après, il s'est blessé, Youssouf. Et en fait, quand Nice enchaîne la Coupe de France à Paris et Lens, et qu'ils font ce stage en Belgique de 2 jours, le coach veut emmener Youssouf. Et Youssouf lui dit non, j'ai encore mal. Je ne récupérerai pas avant Lens, donc je n'y vais pas. Et le coach a insisté en lui disant si, tu pourras travailler tout ça. Et au final, Youssouf s'est reblessé. Il a rechuté. Il a rechuté pendant ce stage en Belgique. Donc il avait raison, Youssouf, de pas. Il avait raison et ça l'a encore plus énervé en fait, déjà vis-à-vis du coach. Donc en fait, malheureusement, ils s'entendent plus. Farioli et Youssouf, ce n'est plus. Le divorce. Ouais. Donc on voit là dans les derniers choix, notamment. D'ailleurs, il fait un peu de la langue de bois là, le coach, quand il dit à Marseille, non mais Youssouf, il était un peu à court de forme et ci et ça. Il venait de jouer une demi-heure quand même contre Lorient. Donc, qui démarre pas, c'est une chose, qui n'entre pas du tout, c'est un autre. Donc... Surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait encore un changement à faire. Ouais. Bah alors, c'est peut-être pas le changement qui allait changer la fin du match, hein, Youssouf. Mais enfin, je suis quand même assez triste qu'un joueur comme ça soit un peu à l'écart aujourd'hui. Même dans la tête, il est plus trop en phase avec ce coach-là. Donc, vivement que la saison se finisse. Pourquoi? Pour changer de coach ou pour... Ouais, je pense que bon, on en reparlera. S'il y a un choix à faire entre Youssouf et le coach... Oula, tu t'avances. Bon, on en reparlera. On va laisser un peu le suspense pour les émissions prochaines. Sinon, si on grille toutes nos cartouches dès maintenant, qu'est-ce qu'on va dire pendant le bilan de la saison? Parlez, mon filou. C'est beau ton feuilleton. Hein? Ben oui, il faut feuilletonner un peu. En revanche, qui ne déçoit pas, mais alors pas du tout cette saison, c'est Melvin Barr et c'est notre focus de la semaine. De Laurent Barr. Bah oui, c'était facile celle-là pour Melvin Barr. À l'époque, on la faisait avec Andy. Eh oui, on aurait pu le faire avec les deux, mais ça aurait été compliqué. C'est une autre histoire. Donc, Melvin Barr. Perdu le fil du coup. Melvin Barr, aiglon du match déjà, élu par les internautes et pour la 8e fois. Pour la 8e fois cette saison, ce qui veut dire quand même des choses. Et puis surtout, donc, auteur de ce but égalisateur, une frappe lointaine, son 3e but sous les couleurs de l'OGC Nice. Patrick, je vais d'abord te donner la parole parce que tu as été latéral aussi dans ta carrière. La progression de Melvin Barr entre la saison dernière et cette saison est quand même assez phénoménale. Ouais. Ben, on avait ce sujet quand j'étais venu la dernière fois. On avait déjà parlé de Melvin Barr, mais tu exact. vois comme quoi. Donc, ouais, la progression, elle est énorme et je trouve dans tous les domaines. Voilà, offensivement, il pêchait un peu l'année dernière dans le dernier geste, les centres, la dernière passe. Ben là, je trouve qu'il a fait des progrès énormes. Alors, c'est sûrement la confiance et puis le travail. Mais sincèrement, c'est une grosse révélation de la saison côté niçois. Voilà. On va regarder ces stats, justement, la saison 2023-2024, comparée à la saison dernière, donc 2022-2023 pour Melvin Barr. Alors, quasiment autant de matchs joués, on voit, plus de dribbles réussis, un peu plus de fautes aussi, mais il tacle moins, autant de cartons jaunes, un peu moins de duels gagnés, c'est vrai, mais ça s'explique, Will, par son apport un petit peu plus offensif
En tous les cas, dans sa réussite un peu plus offensive, Ouais, peut-être que la saison dernière, même si le coach lui demande pas non plus de déborder à tous les matchs. Hein. Non, mais il le bride pas non plus. Et Ouais. je trouve qu'il a gagné en culot et en bon ressenti. Je trouve qu'il fait les bons choix. Quand il faut y aller, il y va. Quand il faut pas y aller, il y va pas. Il fait des bons choix. Et ce que j'ai vraiment aimé sur son match à Marseille, c'est qu'au final, je trouvais qu'il faisait pas du tout une bonne première période. Il y avait beaucoup de déchets dans ses relances. Il faisait pas les bons choix. Et finalement, en deuxième mi-temps, il s'est bien repris. Et surtout, enfin, quelqu'un qui prend des responsabilités, qui prend des risques. J'aurais aimé voir Guessant, Mofi, Boga, Shaw prendre plus de risques. Ben, c'est Melvin qui l'a fait et il a bien fait. Il prend cette frappe, il égalise et au final, heureusement, parce que sinon le gym serait jamais revenu dans le match. Donc que Melvin prenne ses responsabilités, c'est vraiment un cap en plus pour l'OGC Nice. Léandra, doit-on aujourd'hui s'étonner finalement des bonnes performances de Melvin Barr? Doit-on encore s'en étonner? Oui, je pense on peut s'en étonner dans le sens où la saison dernière, à un moment, c'était un peu inquiétant, quoi. On se disait, mais où est passé ce joueur à fort potentiel que Nice avait recruté à Lyon? Et puis finalement, on sent que souvent dans le football, c'est une question de confiance. Et là, il a pleinement la confiance de ses coéquipiers, de son coach. Et on voit c'est ce qu'a dit Will, c'est qu'il a le bon ressenti parce qu'il réfléchit peut-être moins, c'est plus spontané aussi. Et je pense que c'est important, ça. Et puis surtout, Patrick, il lâche rien, quoi. Mm. Même s'il réussit pas toujours, c'est un joueur qui va tout donner sur le terrain. Et ça aussi, les supporters, on en parlait tout à l'heure, ils adorent ça. Mais ça, il avait déjà quand même. Oui, Il tout à fait. avait déjà, c'était une de ses qualités, voilà. Mais aussi, il faut peut-être noter qu'on lui a mis de la concurrence. Un peu, ouais. Oui. Un peu, parce que Perrault, c'est vrai que quand il est rentré, il n'a pas non plus été Non, mais- exceptionnel. mais Avant quand que Perrault on lui a arrive, mis le ouais. projet- avant- C'était annoncé qu'un latéral gauche allait être recruté. Donc, Voilà, donc peut-être qu'il s'est dit, enfin il s'est sûrement dit ça, et puis je pense qu'il doit beaucoup travailler, et puis dans le football, ça tient à rien. La confiance, et la confiance après ça t'emmène... et le travail invisible aussi. Voilà. Une Et- diététicienne, hein, c'est ça, mais ça Oui, fait voilà, un petit y a pas moment de maintenant secret. qu'il a Ah ouais. un cuisinier à la Ils doivent me maison. conseiller à moi aussi. Peut-être, ouais, je vais lui demander le Ah, numéro de pour moi son cuisinier. Il a fait un prépa physique personnel aussi qui lui fait faire du travail en plus que ce qu'il fait au club. Donc il n'y a pas de secret en fait. Quand tu mets de l'investissement dans tout ce travail-là, du sérieux, ben, ça paye. Et aujourd'hui, c'est Un un joueur de coiffeur, valeur, Melvin Barr. Il doit avoir un coiffeur aussi. Il est toujours bien payé. Ouais, maintenant il est bien coiffeur plaqué. personnel. Contrairement à nous, mon cher Philippe, où on se peigne plus. Quelle était ta question? Non, mais au final, Melvin Barr, il fait partie maintenant des cadres de cette équipe de l'OGC Nice. C'est un joueur qui compte dans ce club Oui. et qui peut-être va être aussi un peu attaqué à l'intersaison parce que tout le Sûrement, monde l'a vu, sûrement. tout le monde l'a vu, ça. Hein. Oui, oui, sûrement. Sûrement. Et puis, je pense que ce qui est bien, c'est que la défense de Nice change rarement. Enfin, les trois barres, Todibo, Dante, et jouer en défense toujours avec la même défense, je pense que c'est vraiment un réel avantage et pour le club et pour les gars. Bien sûr, repère, automatisme. En Il plus, sera attaqué Barr comment? Il sera attaqué à l'intersaison Très probablement, oui. Ah. Ah oui, c'est un profil encore qui est jeune, qui est capable aussi encore de passer des caps, parce que je suis d'accord, il a progressé dans le dernier geste, mais c'est pas encore non plus le top. Il a encore une marge là-dessus. Donc c'est un profil intéressant. Et puis encore une fois, un garçon qui a un parcours comme ça un peu chaotique, qui démarre mal dans un nouveau club et qui arrive par le travail, tout ça, forcément les clubs se disent ah, lui il est sérieux. Lui voilà, c'est un garçon qu'on peut miser sur lui. Bon. Donc ouais, carrément il a une valeur marchande. Au ce- final, Jim Ratcliffe avait raison, c'est son chouchou à l'OGC Ouais. Nice. Ben, C'est pour une le fois, cas. Jim, je suis d'accord avec lui. Visionnaire. C'est la première fois. Visionnaire, Jim Ouais. Ratcliffe. C'est la là, première ça- fois que je suis d'accord avec lui. Bon, allez, l'autre buteur de cette rencontre, c'est Terran Moffi, premier buteur de ce match. On passe donc au pour contre. Sommes-nous trop durs avec Terran Moffi? Bah oui, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué ou encensé parfois aussi. C'est un petit peu bizarre le rapport que les médias, les supporters ont avec Terran Moffi. Donc on s'est posé la question, sommes-nous trop durs avec Terran Moffi? Léandra, bien sûr, c'est à toi de commencer. Bah non, moi je pense qu'on n'est jamais trop dur avec un joueur comme ça, comme on n'est jamais trop dur avec Todibo, avec Thuram. Je pense que quand tu es acheté 25 millions, plus bonus compris, dans un club, c'est qu'au final tu dois apporter quelque chose. Alors son ratio est très bon, Will en parlera, il avait fait un papier là-dessus, il fait partie des... Ne grille pas mes arguments, s'il te plaît. Mais voilà, il marque,
il marque, mais au final, contre Marseille, il doit plier le match. En fait, on attend de ce genre de joueur encore plus que ça. Moi, j'en attends encore plus, les supporters en attendent encore plus, et que ce soit dans son rendement, que ce soit dans son apport dans le jeu, parce que je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est capable de disparaître dans un match, mais il est aussi capable de traverser un match comme un fantôme, et ça, pour moi, on ne peut pas lui pardonner, on doit attendre plus de lui. Et puis même au niveau de la personnalité, je trouve que voilà, on a parlé des attaquants avec qui il rivalise dans le ratio, comme Balotelli, Ben Arfa, Svitanic. Et au final, ces joueurs, ils ont enflammé, ils ont apporté quelque chose de plus, une passion. Et je trouve qu'avec Mofi, c'est une histoire d'amour qui décolle pas finalement avec les supporters, qui sont un peu comme nous, un peu entre deux. Est-ce qu'il en a encore sous la semelle? Est-ce qu'il donne assez? Est-ce qu'il va pas aussi faire l'effort à un moment donné de parler un peu plus français? Est-ce que nous donner un peu d'émotion? Et moi, c'est ce qui me manque avec Terem Mofi. Will. On est un peu trop dur, oui, parce que faut être pragmatique, faut regarder juste les chiffres, et 20 buts en 45 matchs, c'est une moyenne de buts par match qui le place 5e sur les derniers attaquants depuis des années 2000, et surtout dans un jeu collectif qui ne lui va pas du tout. Donc quand même, marquer 20 buts dans un jeu collectif qui te convient pas, alors combien ça serait si vraiment l'équipe jouait pour lui? Donc je trouve que on oublie un peu alors parfois il marque des buts faciles comme à Marseille, comme à Lens, devant une cage vide, mais il faut être là aussi. Et puis Jérémy Boga nous a montré qu'un but facile n'est pas forcément au fond non plus. Donc quelque part il faut pas lui enlever ça. Et puis je trouve que dans l'attitude, je suis d'accord, il vend pas du rêve, il parle pas français, mais il se bat quand même. Et moi, je regarde ses appels de balles et il n'est jamais servi. Donc, c'est pas quelqu'un qui se résigne, c'est pas quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui demande mais qui n'est jamais servi parce que c'est pas un jeu collectif qui lui convient. Donc, finalement, il a quand même du mérite. Patrick, on a envie de voir Terem Mofi justement dans un jeu collectif qui lui conviendrait pour savoir réellement ce que ce joueur vaut aujourd'hui. Le grand public aimerait voir ce qu'il vaut réellement. Après, ceux qui l'ont recruté, ils l'ont étudié, ils ont vu un peu ce qu'il valait dans un jeu qui lui convenait. Après, c'est sûr que moi, je ne serai jamais contre les joueurs. Je les défendrai tout le temps parce que c'est pas facile d'être joueur. C'est encore plus difficile d'être attaquant. Mais après, s'il avait la mauvaise attitude, oui, il serait un peu attaquable. Mais c'est vrai que je regarde ses matchs, les appels, il en fait, il fait des bons appels. Il est rarement servi ou rarement bien servi. Il se bat. Alors oui, il a du déchet technique, il a des choses comme ça. Mais après, il faut peut-être revoir la tactique vis-à-vis de lui. C'est ton joueur phare, 25 millions. Même si j'aime pas parler de chiffres, c'est ton attaquant, ton buteur. Il faut le mettre en valeur, voilà. Et s'il est mis en valeur, peut-être qu'on ne se poserait pas cette question, voilà. Il n'était pas plus mis en valeur sous Didier Ligard non plus, Terem Mofi dans le jeu. C'était pas non plus flagrant, j'ai envie de dire. Moi, je me souviens d'un Monaco Nice 3-0. Oui, d'accord, sur ce match-là, mais 2 ballons dans la profondeur, et voilà, avec Mofi, c'est ça. Envoie-lui le ballon devant. Je vais une petite anecdote. On en a parlé avec un joueur en off et qui me disait mais à l'entraînement, moi je me régale avec lui, c'est que je réfléchis même pas, je l'envoie dans la profondeur et il va au duel et il est surtout souvent gagnant du duel et il va marquer. Voilà. Chose qui ses coéquipiers, en match, on le fait pas ça. Ses coéquipiers ont conscience de ces qualités-là, mais c'est le projet de jeu Farioli qui ne les met pas en évidence. Mais ses coéquipiers, ils savent jouer avec lui, ils savent comment il faudrait faire. Sauf que le coach ne préfère pas ce jeu-là. Donc d'autant plus méritant peut-être cette saison d'avoir marqué combien de buts? Il a 10 buts. Il en est à 11 en Ligue 1. 11 buts. 11 en Ligue 1, 20 depuis qu'il est arrivé à Nice quand même. C'est pas ridicule. Philippe, la synthèse de nos amis. Alors, je voudrais juste dire que c'est peut-être le meilleur pour-contre depuis le début de l'émission. De l'histoire de l'émission? Peut-être, oui. Je les ai trouvés tous les deux vraiment très bons. Dans leurs arguments. Dans leurs arguments, et c'est très difficile. C'est comme juger Mofi, c'est très difficile de juger ce pour-contre. Je donnerai match nul parce que franchement, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Leandra. Et oui, il l'a bien défendu. Et donc, c'est comme pour Mofi, très difficile à juger. Au final, c'est lui qui va nous départager. C'est Terem Mofi qui nous départagera
au final quand on fera le Voilà. bilan de son passage à l'OGC S'il Nice. marque contre Lille, dernier match, qu'il offre le top 4. Tu veux dire comme le triplé d'Andy Delors face à Reims? Voilà. Et il est capable de grands gestes, on se souvient de son retourné à balle aussi. Après, moi, je voudrais juste dire que les personnes âgées comme moi, qui ont été biberonnées par Nenad Djekovic, Évidemment. des fois, on tourne de l'œil quand on voit jouer Mofi. C'est pas le même profil, mais t'as Parce raison. que des fois, parfois, j'ai l'impression qu'il lui faut 2 terrains pour faire un contrôle, que dos au but, il est perdu, Ça améliore un peu, non, on dirait, non? qu'il ne sait pas jouer avec les autres, donc par moment, et des fois, il a des fulgurances. Le retourné à balle, par exemple, Voilà. il y a un an. Donc, c'est difficile. Son entrée contre Lens, C'est difficile. Et Ouais, match aller. il a mis 20 buts en 40. 45 matchs. Voilà. Alors, c'est le total de Katalinski qui jouait libéraux. On précise que c'est sur les années 2000 que tu as fait ce classement. Oui, depuis la remontée en 2002. On n'a pas compté Bikovic et tout ça. Non, mais bien non. sûr que non. Mais y a pas de Autrement, ça n'existe pas les autrement, chiffres à cette Mofi, époque-là. faut C'est regarder putain, des jumelles. Si on prend depuis les années 50, Mofi, il est 28e. 82e attaquant. Tu il est préférais là-bas Jules au fond. Bocandé, non? On l'appelle. Bon, allez, on va parler maintenant de la course à l'Europe et on va regarder évidemment le classement de cette Ligue 1 parce que c'est chaud, c'est serré. L'OGC Nice aurait pu faire la bonne opération avec ce match en retard. 1 point seulement de gagné, ce qui laisse donc l'OGC Nice à 4 points des Lillois, 2 points devant Lens 6e, 6 points quand même, c'est pas mal ça avec la 7e place. Et le Stade Rennais et 7 points avec l'Olympique de Marseille et Lyon. 6 points avec Lens. Ça veut dire quasiment que le Nice sera européen s'ils font pas trop de bêtises contre le Havre, en gros, à la maison, quoi. Je pense que franchement, ils ont verrouillé le top 6 avec ce point. Parce que voilà. là aussi- Avec Rennes. Hein, Ouais, je prends avec Rennes ouais. et Marseille. Ouais, Et Marseille que 7 tu as et Lyon. laissé, laissé à cette longueur. Ouais. Donc c'est là que il reste aussi ce sentiment mitigé du point. Il te permet quand même de continuer d'avancer ce point et de laisser surtout l'OM à cette longueur. Donc au final, avec un Marseille-Lens dimanche. Aïe. Donc en fait, au final, Allez, moi, l'OM ou allez Lens, là, pour le coup? je dirais jamais aller. Match nul. Je sais pas qui là, j'arrive pas. Je sais pas. Donc, mais l'autre club non plus, hein, il me déçoit beaucoup dans l'attitude. Donc je m'en fiche. C'est Pim et Pam là, c'est la peste et le choléra là. Oula. Pas de faire de Ouais, Il est en forme, j'ai jamais On beaucoup d'amis. coupera en montage. Mais oui, voilà, je pense que vraiment ce top 6 est verrouillé finalement avec ce point et que tu peux te permettre de regarder devant et la frustration vient que si tu étais à 2 points de Lille, encore plus, tu pouvais avoir de l'appétit avec un Brest aussi qui va encore à Rennes ce week-end. Ben justement, on va regarder le calendrier de toutes ces équipes qui sont en concurrence avec l'OGC Nice, en partant donc Nice avec ce calendrier Strasbourg, Le Havre, PSG et Lille. Monaco qui a quasiment assuré sa 2e place sur un calendrier plutôt facile, mis à part ce déplacement à Lyon. Alors en jaune, c'est les matchs à domicile pour ces équipes. Là, on voit que ça va être assez compliqué pour Brest, effectivement. Lille, bon, se jouera peut-être à la 34e journée face à Nice. Lens, avec des équipes qui jouent et l'Europe et le maintien, par exemple Lorient. Rennes, là, c'est là aussi des équipes qui sont concurrents directs comme Brest ou comme Lens, en tous les cas pour les places européennes. Marseille, gros calendrier, avec l'Atalanta de Bergame en plus en demi-finale. Là, ça semble compliqué pour eux. On ne va plus les revoir, je pense, les Marseillais. Non. Et puis Lyon, qui est plus loin, mais qui va affronter Lille, qui va affronter après aussi Clermont et Strasbourg. Patrick, quand tu vois, toi, ce calendrier, quand tu vois ce classement, vaut-il mieux assurer cette 5e place pour l'OGC Nice, regarder devant et pas trop derrière? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ce qu'il faut faire, je pense que c'est regarder que Nice, prendre les matchs les uns après les autres. Tu vois que tu as été fouteux il n'y a pas longtemps. Non, mais... Ça, c'est une phrase de fouteux. Non, mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est regarder derrière. Oui, bon, comme il disait Will, comme la table disait, je pense que l'Europe est quasiment verrouillée. Voilà, après, qui nous empêche de regarder devant? Il n'y a rien, voilà. Lille, ils sont pas très loin. Brest,
un peu plus Et loin, Brest, mais c'est jouable. Ils ont un 5 points calendrier. d'écart avec Brest, quand même. Ouais, mais ils ont un calendrier difficile. Ils sont sur des performances où ils sont un peu moins bien. C'est le money time. C'est pas fini. Nice, Strasbourg, ça va voilà. décider de tout. Je Leandra pense que Strasbourg, ça va décider de beaucoup de choses parce que, en fait, le but, c'est de prolonger une dynamique aussi. Si tu la casses ce week-end, forcément, les têtes un peu plus basses, tu dois te remettre un peu à réfléchir. Que là, je trouve quand même que dans les attitudes, il y a une confiance qui est revenue un peu. Philippe, t'as connu, toi, des sprints finaux, on peut dire ça Plein. comme ça Ouais. Mais je me souviens plus. Non, mais l'OGC Nice a répondu présent souvent dans les... Alors, sauf l'année dernière, évidemment, où c'est à partir de l'élimination contre Bâle où ça a été un peu plus Ouais, compliqué. il y a eu des moments plus compliqués. Mais il y a 2 ans, ils ont su quand même se remettre de cette défaite Ouais. en finale de la Coupe de France en allant chercher à Reims Le triplé cette de place- l'or. voilà, avec le triplé de l'or, cette place européenne. Donc il y a quand même avec une équipe qui était déjà là. Donc ils savent faire, quoi, on a l'impression. Oui, oui. C'est difficile à décrypter les calendriers comme ça, les uns, les autres. Parce qu'on croit qu'il y a des matchs faciles, alors que... Bon. On peut d'ailleurs penser que le match contre le Paris Saint-Germain, face à un Paris Saint-Germain champion et peut-être en finale de Coupe d'Europe, ce sera peut-être un match un peu plus facile. Oui. Ouais, on peut éventuellement penser. T'imagines, Moi, je suis persuadé Ouais. que C'est pour ça, mais que je ce sais sera un match bien plus facile que si tu l'avais pris à la date fixée C'est-à-dire avant Dortmund. au préalable. Ouais, Entre les deux matchs. pardon. Entre les deux matchs, ouais. Moi, je pense que si je suis tout pas va sûr que ça bien, tu as un PSG finaliste de Ligue des Champions en face, qui aura sa finale de Ligue des Champions 15 jours après. Belle Là, c'était relation. sûr. Non, mais belle c'était sûr que tu avais relation. une rotation entre les deux matchs. Là, c'était sûr. Oui, mais Là, tu c'est l'auras. moins sûr. Mais tu l'auras. Parce que Paris va jouer un match avant aussi. Mais ils seront champions. Ouais, il bon. le fait encore là. Ils seront Il a fait champions jouer demain. Zaguet, je sais pas quoi la dernière fois là. Il a fait Ouais, jouer enfin les bon, jeunes. Ah, et puis il y a des bonnes relations Paris et Nice. Arrête. Quoi Non, mais On en reparlera. Quand on verra la les matchs compo ont du d'ailleurs PSG. été décalés. Nice-Le Havre, c'est le vendredi. Nice-PSG, c'est le mercredi. Et la dernière journée, alors ça, c'est scandaleux. Moi, là, si je dois pousser un coup de gueule, c'est cette dernière journée décalée au dimanche. S'il y a bien un truc que les supporters ont coché dans leur saison, tiens, on va à Lille, tiens, on va machin, non, tiens, ils vont à Monaco. Et là, ils te décalent tout. Tu Ouais, sais c'est pourquoi terrible pour les supporters. Tu sais pourquoi ça a été décalé au Pour dimanche l'OM, non? Non, c'est encore une demande de Jean-Pierre River. Alors là, il va rembourser les billets d'avion des C'est supporters. C'est les nôtres, parce qu'il faudra tout refaire son voyage. Non, mais tu peux pas changer la règle. Ouais. Non, Comme mais ils ça. n'avaient pas dit pour si l'OM est en finale. Eh ben en fait ils feront jouer l'OM samedi. Mais c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Ils ont cassé le multiplex de la Non, mais 33e c'est journée. incroyable. Donc ils vont tu casser le. privilégies, d'accord, au détriment de ta compétition, donc le championnat de France de Ligue 1, tu vas privilégier soi-disant 2 équipes qui peuvent arriver en finale ou pas. Mais je suis désolé, si elles veulent arriver en finale, elles ont des effectifs pour arriver en finale. Et si elles arrivent en finale et qu'elles gagnent, et peut-être que la 4e place elle sera directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et si c'est toi qui es en Mais ça sera 4e, pas toi. tu vas. sera Lille. Ouais, ben oui, ben on verra. Ou Brest. Moi je mets la pièce maintenant. Tiens, ça sera Brest. Mais moi je mets la 4e, pièce tu vas maintenant voir. que ce sera une finale pour la 4e place ou peut-être même la 3e à Lille. Et que si le gym gagne, tu Non, seras mais bien je- content que, Ça se mouille, hein. que Non, Paris mais- et l'OM aient fait un beau parcours. Ces histoires Mais de non, mais calendrier, moi, ça me rend fou. il faut Ça me rend regarder fou. plus loin que le bout de son nez. Hein. Il y a Mais beaucoup c'est de pas le bout de supporters- son nez. Si, il y a beaucoup de supporters d'histoire que j'ai vu râler sur les réseaux sociaux, tout ça. On verra la 34e journée s'ils seront pas contents finalement de ce calendrier. On en reparlera. Moi, On je en dis qu'ils sont reparlera. maintenus déjà. Franchement, Oui, il y a un bout de temps qu'ils sont maintenus. c'est pas mal. C'est 48 points. Avec une D1 18 club. Non, mais t'as une D1 18 club, t'as plus de Coupe Mais de c'est- la mais Ligue. c'est peut-être- Qu'est-ce que tu fais des C'est records grâce à cette comme ça D1 18 club que tu as fait ces aménagements de calendrier. Mais Parce non, que j'ai vu c'est- aussi le communiqué de la Populaire Sud qui dit nous, l'année dernière, Nice, on n'a pas eu ça. Mais parce que c'était une D1 20 club. Si c'était déjà une D1 18 club, il y aurait eu les mêmes aménagements. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va avoir? Mais parce que c'est beaucoup plus facile, le calendrier est beaucoup plus large. Il n'y a que 34 journées au lieu de 38. Bah, mais Donc non, parce que forcément- tu cales des matchs entre les 2 dernières journées de championnat. Mais- T'aurais pu exactement. Mais caler l'année tu prochaine. pouvais pas le faire avec 38 journées. Il y avait des journées le mercredi, des journées le dimanche. Sur 38 journées. Là, il y en a que 34. C'est cette flexibilité qui t'a permis de faire ces aménagements. Ouais. Donc encore une fois, arrêtez de regarder pas plus loin que le bout de Moi, votre nez. ce que je suis certain, c'est que Vincent Labrune, il fait ça pour le Paris Saint-Germain, pour Nasser El Khelaifi, pour les droits du foot, que Bein achète les droits du foot à un moment donné et que tout le monde soit content. Que s'il y avait juste l'OM en demi-finale de Ligue des Champions, il ne l'aurait jamais fait, je pense.
Voilà, Non. c'est juste pour Non. arranger le Paris Non, mais Saint-Germain. après- Et il se trouve que l'OM il est dans le truc Pas du aussi. tout, Lille en Et a bah, du coup, profité. on Lille en a profité, franchement. Quand on voit Lille, ils sont passés à. Ah bah super, il en a profité, il était un concurrent de Lille. À un tir au but de la qualif contre Aston Villa, qui est quand même 4e de Première Ligue. Et quand je vois la prestation de Lille contre Aston Villa, je me dis, en fait, mais je vais même aller plus loin. Moi, j'ai demandé à Didier Digard s'il n'aurait pas aimé, lui, avoir cet aménagement l'année dernière. Et comment ben comment voilà. qu'il aurait aimé Eh ben voilà. Mais Eh ben c'était oui, pas alors, possible deux poids, deux avec mesures. une D1 20 clubs. Ok, donc aujourd'hui, tu vas faire l'année prochaine un calendrier en disant, attention, par contre, les 2 dernières journées, on peut tout changer. Comme ils ont fait cette année, parce On que verra le s'ils point le de font. règlement c'était en règle générale sous réserve 2, donc ça ouais. voulait tout dire et ils s'étaient Ouais. déjà gardé Moi, je pense la que- porte ouverte. ouais. Et Philou, c'était le vrai pour contre, là. Ouais. C'est le deuxième meilleur vrai Ouais, mais pour j'ai contre. décroché, moi. Trop de chiffres, Bon, ça allez. ça m'a fatigué. On va écouter Francesco Farioli sur cette non. course à l'Europe. On va voir. Il est un peu comme toi, Francesco Francesco. Farioli, lui aussi, c'est un peu match après match. Allez, on y va. Il Nizza credo che sia forte quando pensa. Le GC Nice est fort quand il pense uniquement match après match et quand il pense uniquement à la prochaine étape. Je crois que inconsciemment, on a commencé à se créer des problèmes quand on a commencé à calculer, pas moi en l'occurrence parce que c'est pas ma méthode, mais on a commencé à regarder ce que faisaient les autres. Or, ce qui compte, c'est notre résultat uniquement. On n'aura jamais le contrôle sur les résultats de nos concurrents à l'Europe. Nous, tout ce qu'on peut contrôler, ce sont nos matchs. Et encore, on a un adversaire en face de nous qui est déterminé aussi. Donc il faut que notre focus ne soit que là. Et comme je le répète depuis le début, on fera les comptes dimanche 19 mai à la fin du championnat, quand tout sera terminé pour toutes les équipes. On verra ce qu'on aura mérité et à quelle place on aura terminé. Avremo finito il nostro percorso. Voilà donc les propos de Francesco Farioli à propos de cette course à l'Europe. On va respirer un petit peu, on va passer aux Abgym, le meilleur des coulisses de l'OGC Nice par les caméras de l'OGC Nice TV. C'est parti. Aujourd'hui, on reçoit en notre entre une délégation des sapeurs-pompiers de Nice. Chaque année, nous faisons un championnat de France avec les pompiers. On pourra représenter le ZI06 avec les couleurs de l'équipe Fagnon du département au niveau national. Cette délégation, j'ai eu le plaisir de retrouver quelqu'un qui avait malheureusement vécu un drame au tout début de ma carrière à l'OGC Nice, il y a presque 20 ans. Et Anthony, que je pense beaucoup vont se souvenir, qui avait perdu donc un doigt lors d'un Nice-Marseille. Ça a été le début dans ma jeune carrière de pompier. C'est vrai qu'après l'accident, j'ai eu pas mal de soutien du club. Il a suivi brillamment sa carrière au sein des pompiers et c'est un réel plaisir. Donc c'est une petite anecdote qui nous met du baume au cœur. Le 18 mai, à la fin de notre championnat qui se déroule au Portel, on sera présent à Lille parce qu'on a 1 heure de route. Donc on finit notre championnat et on sera dans le parcage niçois à supporter l'OGC Nice en espérant ce match-là gagner et avoir la 4e place pour la Ligue des Champions. Pour les plus jeunes, Lionel Letizy, c'est d'abord mon idole d'enfance avec Jérôme Alonso, mais aussi 159 matchs avec le GC Nice en Ligue 1 et en Ligue 2 aussi, deuxième division. Vous avez été champion de France, c'était en 1994 si ma mémoire est bonne. Et puis l'équipe de France, et puis Metz, Paris Saint-Germain, les Rangers. J'ai commencé en pro ici, donc c'est sûr que c'est un club qui a une part particulière dans mon cœur. Après, un club... il appartient à son histoire, c'est tout. Nous, on n'est vraiment que de passage. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des passages qui sont courts, des passages qui sont longs. L'important, c'est à chaque fois qu'on est là, d'essayer d'apporter quelque chose pour que le club progresse.
parlait pas beaucoup dans le vestiaire. Voilà, Lionel Quand il Letizzi, parlait, ouais, c'était- à l'honneur. Il était à l'honneur de ce match. Enfin, Monsieur il était temps. Lionel Letizzi. Il Ah, il avait était pas eu temps. encore, Mais de- non, d'ancien mais parce exemple, c'est qu'il aime bien. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est Ouais, une phrase Lionel, préférée de c'est Lionel. quelqu'un de Mais discret. c'est un monsieur et on était content de le voir à On l'honneur. l'avait eu sur le plateau de Jimto, on s'était régalé. Ouais, bah, comme toujours avec Lionel. C'était top. On va parler donc de ce match super important face à Strasbourg. Les retrouvailles avec Patrick Vieira. Strasbourg maintenu, hein, qui joue plus grand-chose dans le championnat, mais qui va peut-être vouloir gratter quelque chose face à cette équipe de l'OGC Nice. Hein. Patrick Vieira, peut-être un peu revanchard. Qu'est-ce que t'en penses, mon Will? Qui? Patrick Vieira. Oui, mais clairement, il fera Bah pas oui. de cadeau. Bah non. Patrick Vieira ne fera aucun cadeau à l'OGC Nice. Mais déjà, Strasbourg aurait dû ramener un point de Lille la semaine dernière. J'ai regardé ce match et je suis sorti très très frustré de ces 3 occasions nettes. Oh là 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 là, tête à tête avec Chevalier qui l'envoie au-dessus. Delaine qui a une tête au deuxième poteau, toute simple, il la cadre pas. Donc Strasbourg, et c'est surtout un stade où le gym n'a jamais réussi. Hein. Je sais pas quand c'est que ça date la dernière victoire du gym à la Méno, Oui, mais Leandra n'y est jamais allé. Allez, Leandra, ça va être notre porte-bonheur. Hein Bah, après avoir été le chat noir des 2 premiers mois de suivi de l'OGC Nice, là je bascule. Non, parce qu'en sur Coupe de autre chose. France, Non, Coupe, beau parcours. voilà, jusqu'à que j'y aille moi à Paris, on a été C'est vrai. éliminés. Mais sinon, t'avais fait tout le parcours. C'est vrai. Donc j'y crois. Leandra, si ça gagne à Strasbourg, c'est même une qui à Lille. Le totem. Voilà. Patrick, cette équipe de Strasbourg, bon, elle s'est maintenue finalement. Elle avait peut-être d'autres ambitions d'ailleurs dans cette Ligue 1, hein, mais au final, bon, plutôt une bonne deuxième partie de saison. Ouais, Avec ils avaient bien commencé. Ensuite, ils ont eu un gros trou. Et ensuite, ils ont assuré le maintien. Après, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, je trouve. Je pense qu'il d'autres ambitions, quand on y regarde de plus près, je pense pas. Parce que c'est une équipe très jeune. Avec un nouvel entraîneur, un nouvel investisseur, entre guillemets. Donc, c'est un peu dans la reconstruction. Donc, c'est Chelsea, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, qu'ils soient dans le milieu de tableau, je pense qu'ils sont à leur place. Voilà. C'est une équipe en devenir. Voilà. Puis les supporters, ils sont pas hyper fans du style de jeu. Hein. Bah, un peu comme Patrick Vieira à Nice, ça n'avait pas trop convaincu. A priori, ils s'ennuient un peu aussi. Bon, Nice a gagné en 2020 quand même à Strasbourg. Hein. C'est pas si longtemps que ça. Ah ouais? Ouais. On me souffle dans l'oreillette Philippe Bertini qui est la voix, tu sais, il y a Secret Story. Ouais. Ah ouais, en 2020. Moi, j'en ai pas le souvenir, mais ouais. Doublé de Dolberg, ton ami. Ah ouais. Ouais. T'es un drôle Dolberg, de il buteur. l'aurait mise, hein, tout à l'heure. Hein? Ouais. Facile, 2-0, merci, au revoir. Cette équipe, il serait plus épanoui peut-être, Casper Dolberg. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres dans cette équipe aussi. Il n'y a pas beaucoup de qualité là-dessus. Donc là, en l'occurrence, Mendy, lui, il a fait des bons centres au Vélodrome. Il était bon, ouais. le petit Antoine Mendy. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il continue encore. On verra ça tout à l'heure dans la compro probable de Leandra. Ce sera Leandra, oui, ce sera toi. C'est Leandra. Bon. Avant Avance-là. cette semaine. Avance-là. Philippe. Personnellement, je ne peux parler que du Strasbourg de Gilbert Grèce. Ouais. Moi, le reste. Ça remonte. Hein. Eh ben oui, mais c'est là aussi. Illustre entraîneur du Racing Club voilà, je me souviens. Le Strasbourg de cette année, je peux pas t'en parler, mais le Strasbourg de Gilbert Grèce, je peux. Le Strasbourg de Patrick Vieira, ça t'a moins accroché. Non, j'en parle pas. Non. Bon. Est-ce que ça a accroché Francesco Farioli? On va l'entendre encore une fois. Non. Bah oui, sur Strasbourg, évidemment. Qu'est-ce qu'il pense de cette équipe strasbourgeoise? Allez, c'est parti. Sì, Strasburgo è una squadra. Strasbourg est une équipe qui, en cours de saison, a plusieurs fois changé d'organisation de jeu pour pouvoir progresser. Et ils ont effectué beaucoup de changements positifs. Je trouve que c'est une équipe très organisée dans beaucoup de détails du jeu et tout le mérite en revient à leur entraîneur. C'est une équipe qui soigne les petits détails, ça c'est quelque chose qui n'est pas courant. Donc on va devoir limiter cette équipe sur ses points forts. On va jouer dans un stade avec une ambiance énorme, un stade qui est toujours plein, qui pousse son équipe. Donc il va falloir qu'on y aille pour faire un match avec beaucoup de personnalité, de courage, de concentration et la qualité pour faire les choses avec précision et la détermination de marquer des points, car on arrive dans un moment de la saison où tout va compter double. Tout compte double, les mots comptent double pour l'OGC Nice à Strasbourg. Moi, j'espère qu'on ne va pas jouer au Scrabble sur la pelouse de la Méno, les Niçois, mais plutôt marquer des buts. Et triple prime, il paraît. Triple prime. C'est toi qui de ta poche qui la sort. Bon. La compo probable, justement. Tiens, on va voir si Antoine Mendy est encore titulaire dans les yeux de Leandra. C'est parti. Eh oui,
oui, c'est pas les yeux d'Emilie, mais c'est les yeux de Léandra. Attention, elle passe dans la caméra. C'est parti. C'est parti donc pour ta compo probable. Bon, je te préviens tout de suite, Mika. Léandra. Je n'ai pris aucun risque. Je me suis pas trop Classifié, mouillée. sécurité. Exactement. On le répète, c'est une compo probable. On est à J-2 du match. J-2, c'est plus compliqué. Ouais. On a le droit de se tromper aussi parfois, mais c'est notre ressenti. C'est ça. Et donc, pas de surprise, Boulka dans les buts. Avec Will, on a parlé un peu avant et on estime que Mendy mériterait quand même d'enchaîner. En plus, Lotomba, son état de forme va être encore évalué. Il avait une douleur au genou qui l'a empêché de tenir sa place contre l'OM. Il était carrément même pas sur la feuille. Il n'était pas sur la feuille. À Marseille. Donc Antoine Mendy, des bons centres, il continue. Todibo, Dante, Barre, ça bouge pas. Au milieu, là, un peu plus d'interrogation. Sanson... Il sort d'un mauvais match contre Il sort d'un Marseille. bon match contre Lorient, d'un mauvais match contre Marseille. Il a quand même les occasions. Bon, il a besoin d'enchaîner, tu crois? Moi, en plus, il retrouve Strasbourg, un club qui l'a relancé. Vrai. Après, Franck Farioli, il fonctionne pas trop comme ça, mais pourquoi pas. Rosario, toujours. Rosario. Pas de Youssouf, hein, pas de raison. Exactement. On nous a parlé, William. Et après, le petit doute sur Thuram quand même, parce que a priori, il n'était pas à 100% contre l'OM. Il avait pris la béquille contre Lorient. Et le coach a dit qu'il avait quand même serré des dents sur le match, qu'il avait vraiment tenu à le jouer, mais qu'il avait serré des dents. Donc ça peut être un petit peu l'interrogation, peut-être Boudaoui qui va revenir. Mais en fait, au final, comme aucun remplaçant n'a été bon, c'est on ça. se dit, Il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas trop de challenge. Et devant non plus, du coup. Pour nous, maintenant, le trio d'attaque, c'est un petit peu celui qui enchaîne depuis quelques matchs maintenant, installé. Donc Shaw qui fait une très bonne première mi-temps, qui s'éteint un petit peu. Mofi qui marque un but plutôt facile, mais voilà, il reste là. Et puis Guessant n'a pas fait une belle entrée. Et puis Boga, pareil, sur l'ouverture du score, c'est lui qui amène tout finalement. Ouais. Même si au final, sur l'intégralité d'un match, ça manque encore de régularité. Mais on repart là-dessus. C'est surtout du caractère qu'il va falloir à cette équipe de l'OGC Nice, parce que le talent, il est là, Patrick, là, quand on voit cette compo probable. Mais il faut maintenant être focus vraiment sur ces 4 derniers matchs qui arrivent. Et ce match à Strasbourg, il est d'une importance pour moi, en tous les cas, capitale. Oui, c'est un match capital. Les autres équipes devant vont pas perdre trop de points. Donc là, il faut absolument gagner ce match-là. Parce que même un match nul, qu'est-ce qu'ils font? Lens, ouais, c'est Lens-Marseille. Mais c'est à Lens. Non, c'est à Marseille. Non, c'est à Marseille, c'est à Marseille. Marseille-Lens. Marseille, tu auras la tête à Bergame. Tu auras enchaîné avec les 3 matchs d'affilée. C'est devant qu'il faut regarder. Brest qui va perdre à Rennes. Moi, j'ai peur de Lens. Lille pour la qui va 5e pas place, j'ai gagner. peur de Lens. Lille ne va pas gagner à Metz. Lille ne va pas gagner à Metz. On ne sait pas, parce que Metz il marche sur l'eau, c'est vrai. Lille ne gagnera pas à Metz. Le grand Miko Kadze. Lille ne gagnera pas à Metz. Pareil, ce joueur-là, Miko Kadze, là, à un moment donné, on ne peut pas le faire à Nice, là. Will. Quoi? Miko Kadze. Après, à la c'est c'est pas pas compliqué. Non, on ne peut pas le faire à Nice, des joueurs comme ça. 15 millions d'euros quand même. C'est bien. T'as pris chaud, hein, je te signale à ce prix-là. Mais chaud, il a 22 ans, et puis même moins encore. 20 ans. 20 ans. Non, 20 ans. Et chaud, il y a des choses intéressantes, franchement, ces joueurs-là. Après, il faudra vendre Mofi. On vend Mofi, après on verra ce qu'on prendra derrière. Bon. Ça aussi, c'est une info que tu nous gardes pour les émissions suivantes. C'est ton marché, toi. Je peux pas te dire. Il a la libé. Je peux pas te dire. Je peux pas donner ma liste de courses. Pour la course à l'Europe, on a l'impression que même quand Nice, on les enterrait un petit peu, finalement, c'est les adversaires qui ont donné des cartouches. Donc en fait, il y a toujours une chance, puis une autre chance, puis une autre chance. Parce qu'il y a 7 équipes au final qui... Bon, on va enlever le Paris Saint-Germain, mais on va les laisser. Les 7 premiers du classement, les 8 premiers du classement ont encore quelque chose à jouer dans ce championnat. Et on a enlevé Reims, qui est 10e avec 40 points à 8 points de Nice. Mais bon, ils sont pas loin non plus de la 7e place qui pourrait être européenne si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France. Ouais, bon, ça part de trop loin quand même. Et clairement. Non, clairement. Pour eux, ça va être mais je sais pas si je l'ai dit, mais Lille ne gagnera pas à Metz. Lille ne gagnera pas à Metz, c'est ce que tu as dit. On devrait tenir le pari. Que Dieu t'entende, mon cher Will, que Dieu t'entende. Le cadeau, on y va, c'est parti. Et cette semaine, il s'agit de gagner 2 places pour Nice-Le Havre. Ça sera l'avant-dernier match de la saison à domicile. Ça sera le vendredi, je ne sais plus exactement. 10. Vendredi 10 mai. 10 mai. Du côté de l'Alliance Riviera à 21h. Donc, et on vous propose donc de gagner ces 2 places en pronostiquant le score de ce Strasbourg-Nice avec le nom des buteurs
s'il y en a. Le petit hashtag Gymtonic, le RT, le retweet si vous le voulez également. Donc pour gagner ces 2 places face au Havre, le Havre de Lucas Esner. Et Pas en Mathieu bonne Bonnemer. position. Ouais, ils sont pas en bonne position. Non. Ça m'embête un peu parce que j'aime beaucoup Moi aussi, ces deux hommes. Déçu de les avoir vus perdre à domicile Ouais. contre Metz. Il faudrait pas qu'on les enfonce là. Mais Après, malheureusement, chacun son destin. ouais, chacun sa Voilà. route, chacun son destin, disait Voilà. le poète. Ça sera pas- Misicu, non, c'était qui Tonton David, C'est oui, ça. dans Un Indien dans la ville. dans la ville. Ouais. La semaine dernière, c'était Amel Bent, t'as vu Ouais. Aujourd'hui, c'est Tonton David. T'as des belles références. Les belles rêves, ouais. Le souviens-toi, c'est bon T'es réveillé T'es chaud Oui. Oui, Avec pas l'air, hein. Oui, non, mais j'ai pris Allez, attends, il y a le jingle d'abord. Attends, s'il te plaît. Jingle. Attends, le jingle. Oh là là, c'est tellement mieux quand t'es là, mon cher. Eh oui, alors. Donc j'ai sorti un papier que je vais vous lire. Il doit y avoir 300 lignes. Bastianis, 1976. T'en as peut-être déjà parlé, mais on sait plus. On s'en rappelle plus, Oui, donc, j'ai peut-être déjà fait le même souviens-toi, mais tant pis. C'est pas grave. Donc en fait, on est au mois d'avril 1976. Coluche fait le tirage au sort de la Coupe de France. C'est pas vrai. Oui, Coluche. Ah ouais. Et il sort La boule chaude. une affiche Bastianis. Franchement, pauvre Coluche, il ne sait pas que les 2 clubs ne peuvent pas se blairer depuis 1972, l'origine du mal entre les 2 clubs. Et donc, Ça, tu nous en avais parlé, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, en 76, il tire ce 8e de finale, Bastianis. Match aller à Nice, parce qu'à l'époque, c'était du vrai football. Et, Aller-retour, comme en Italie. Et les matchs de Coupe de France, c'était des matchs aller-retour. C'est que les demi en Italie. C'était comme les paires de claques, quoi. Clac, clac. C'était pas un match. Clac. Voilà. Et match aller au Ré, 2 partout, entre Nice et Bastia. Très chaud. Des bagarres, 2 expulsés, Toko et Edkamp. Qui s'étaient livrés à quelques coups de boule successifs. Katalinski qui avait massacré Gilly, le gardien. Et Jean-François Douis qui avait cisaillé la légende bastiaise, l'idole à Bastia à l'époque, non, Djazic. Claude Papy, c'était avant, non Un peu avant, non un peu avant. Ouais, un petit peu avant. Ouais. Oui, exact. Et donc, Jean-François Douis tacle assez sévèrement Djazic, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Djazic qui était parti avec la jambe sous le bras et qui n'avait pas pu jouer au retour. Donc le match retour, les Bastiais avaient promis aux Niçois une guerre. À Fouriane. Et donc, il y avait un dirigeant corse qui avait dit on les accueillera avec du pâté de merle. C'est quoi ça voulait dire quoi, ça Ça voulait dire qu'ils allaient en faire du pâté de merle. Ah, oui. Voilà. Donc, à l'aéroport, quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont accueillis. Ils sont accueillis par une horde de supporters qui au lieu de leur donner des colliers de fleurs, ils prennent des bombes agricoles. Ils dorment chez Walter, que tous les clubs, toutes les équipes et les journalistes qui suivent le foot connaissent. Chez Walter, le bon Walter qui fait venir des cousins la nuit pour faire le ménage parce que les Niçois n'avaient pas pu dormir. Coup de carabine, un truc surréaliste. Asséry avait dit, déjà au petit déjeuner, on était déjà KO. Donc, et là, tout ça de tête. Hein. Et là, le bus qui amène l'OGC Nice, il s'arrête. D'habitude, il les laisse devant le vestiaire. Il rentre au moins dans le stade. Et là, il les laisse à 200 ou 300 mètres de l'entrée de Furiani. Donc les joueurs se disent « Ouh là là, ça sent pas bon. Ça sent le guet-apens. » Ils descendent quand même du bus. Et là, un chaos total, une guerre civile. Là, on voit Roger Leuillet, qui est alors le président de l'OGC Nice, Josip Katalinski, Jean-François Douis, qui n'était pas rentré sur le terrain. Josip Katalinski avait pris une pierre, on peut dire un rocher, sur la tête. Il avait eu la tête ouverte, il fallait lui faire des points de suture. Douis, les Bastiais l'avaient condamné à mort, donc il est resté dans le vestiaire.
Donc Nice avait joué ce match à 10. Donc Nice, démarrer ce match. puisqu'à l'époque, tu avais droit à un seul remplaçant. Donc, Rostani, qui était remplaçant, avait joué, mais Katalinski et Douy étaient restés au vestiaire. Donc, c'est la première fois qu'un club de foot en France, et à ce niveau, rentrait sur le terrain à 10. Donc, autant dire... avant de rentrer sur le terrain, les Niçois ne voulaient pas jouer le match. Roger Leuillet avait dit... le président Leuillet et le coach Jean Snella avaient dit... Markovic avait dit non, c'est pas possible, on ne joue pas. Et les dirigeants Bastier et l'arbitre ont dit, mais si on ne joue pas, plus personne sort du stade et vous allez être attaqué dans le vestiaire. Donc, les joueurs... Il fallait les prendre vraiment au sérieux. Oui, c'était très, très chaud. Ouais. Donc, les joueurs ont dit, on va rentrer sur le terrain, peut-être c'est l'endroit où on sera le plus en sécurité. Ils sont rentrés à 10. Nice a commencé le match à 10. Et entre eux, ils se sont dit, si on prend un but d'entrée, c'est pas mal. Ça va les calmer un peu. Voilà, donc ils ont pris un but très vite. Et donc ils en ont pris à 2 doigts de marquer contre leur camp, quoi. Ils ont laissé passer Fanfan Félix en disant voilà, allez-y, qui a marqué un but d'entrée. Ça a calmé tout le monde. Et après ils ont pu jouer, sauf Baratelli qui a joué sur son point de pénalty parce que des pétards, des piles. Il m'avait raconté qu'il y avait un gars avec un lance-pierre Baratelli à Bastia a toujours joué avec 2 maillots. Et éventuellement, il avait un maillot rembourré. Oui, un espèce de truc presque... C'est énorme. Et il prenait des piles. Et là, il avait joué à hauteur de son point de pénalty. D'ailleurs, René Bocchi, qui était du voyage, avait dit... C'est rien, c'est mon téléphone qui sonne. C'est son vibro. Non, c'est pas trop beau. Et donc René Bocchi avait dit, sans Baratelli, on en prenait 15. Ouais. Il avait fait un match... Voilà, donc ils avaient perdu 4-0. Doumé, Baratelli m'avait dit le dernier but, j'ai même pas plongé. 4-0, mais un match surréaliste. Ce match-là, aujourd'hui, soit il ne se joue pas, soit Bastia le perd sur tapis vert. Non, c'est pas possible. D'abord, ce match-là, aujourd'hui, les joueurs ne descendent pas du bus. Pour faire. Alors, pourtant, ça existe encore, et on se rappelle l'agression sur Grosso. Mais c'est à distance, quand même, c'est une pierre qu'ils envoient. Là, les gens, ils sont autour. Quoi. Là, les joueurs, ils descendent du bus, ils vont à pied, ils se font caillasser. Ça existerait plus, bien heureusement. Il y a une petite anecdote où René Bocchi, il est fauché par José Broissard. Pour les anciens, je parle. Il tombe contre un panneau publicitaire et il reçoit un 9 en pleine tête sur le front. Et Albert Gall, qui était le kiné emblématique de l'OGC Nice, il rentre et quand il voit ça, il pense que c'est du liquide rachidien. Ah, il pense qu'il a ouvert le crâne, quoi. Donc il a une espèce de... Voilà. Choqué, et Bebergal et René Bocchi ont toujours cette anecdote de l'œuf corse. Donc, 4-0, les Niçois repartent tant bien que mal, ils reprennent l'avion. Et bon, il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de choses comme ça. Si, puis les instances quand même voient ce qui s'est passé. Donc, ils donnent le match à rejouer sur terrain neutre. Et à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Poniatowski, avait appelé Jacques Médecin, le maire de Nice, en lui disant je pense que le mieux, ce serait que l'OGC Nice déclare forfait. Carrément. Ouais. Pour pas parce que guerre civile, entre eux, Jean-Noël Luc qui avait un magasin, il avait été plastiqué, son magasin. Il y avait des joueurs qui recevaient des menaces de mort. Non, mais c'était très très chaud, le contexte. Beaucoup d'étudiants corse à Nice, tout ça. Maintenant, nos amis corses, tout va bien entre nous. Hein. Voilà, juste pour, on fait pas ça pour relancer la guerre, au contraire. Bien au contraire. Et donc, Nice avait déclaré forfait le match retour. Et Bastia a été qualifié pour les quarts de finale. C'est la fois où l'OGC Nice est rentré à 10. Une incroyable, équipe... Patrick, cette histoire. Ouais, celle-là, elle est incroyable. Je peux juste signaler quand même les joueurs niçois. Baratelli, les Grava. Joueurs niçois. Courageux, les guerriers. Baratelli, Grava. Grava qui avait pris un pétard dans l'oreille. Il n'a pas entendu de l'oreille gauche pendant 2 ans. Baratelli, Grava, Zambelli, Asseri, Rostani. Rostani était sorti en cours de match. Donc Nice a fini à 9.
Boki, Colina, Huck, Guillou et Massa. Guillou qui était le seul qui avait joué comme s'il s'était rien passé, comme tout le monde regardait Guillou en se disant mais il est quand même hors norme quoi. Ouais. Il jouait, il driblait, il faisait des feintes. Voilà, autour c'était la guerre quoi. Et lui, c'était le foot. Lui il gardait cette idée du foot en liberté. Donc vous pouvez relire tout ça sur le compte Instagram de William Humberset. N'importe quoi. Bon, non, mais c'est super. C'est exceptionnel cette histoire. Avril 1967. Eh ben, tu vois, je vais te dire. C'était le pire meilleur pour compte tout à l'heure, c'était ton meilleur, souviens-toi. C'est vrai ? Ouais. Ah, il y en a quand même eu beaucoup des bons. C'est très dur de choisir, mais celui-là, il est particulièrement bon. Parce que l'histoire est incroyable. Surtout que c'est la deuxième fois que je le fais. Non, mais tu l'as mieux fait. On retiendra que celui-là. Dans 15 jours, je le referai une troisième fois. J'essaierai de faire venir les joueurs. Et on sera tout aussi surpris, t'inquiète pas. Je ferai venir Baratelli, Grava, tout ça, ils raconteront. On espère que tu feras venir Baratelli. Ah, il faut leur faire raconter ça, c'est exceptionnel. Hein. Quand ils racontent ça, le bus, Magique. Bon, allez. Patrick, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Un éclairage toujours bon. Patrick, un petit pronostic de Strasbourg-Nice. Ah. 1-2. 1-2, voilà. Non, on laisse le professionnel. Le professionnel, d'accord. Bon, ben voilà. C'est le bon pronostic, ça va gagner 2. Par contre, Lille ne gagnera pas à Metz. Léandra, oui, et Philippe, merci beaucoup. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Wargard, qu'on embrasse plus particulièrement pour lui fêter son anniversaire. Et on les remercie pour la préparation, la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite avec peut-être une petite surprise, mais on ne peut pas vous en dire plus pour le moment. La semaine prochaine, en tous les cas, passez une bonne fin de semaine. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.